Allez, on vous parle à présent de 3 facteurs que les investisseurs sous-estiment, 3 choses que les marchés n'ont pas envie de voir selon Marc Toiti. Bonjour Marc. Bonjour David. Merci d'être avec nous. Premier point, on rentre dans le dur. La récession, pour vous, elle sera plus grave que prévu. La reprise sera plus molle. Vous êtes toujours aussi dark. Hein. Non, pas du tout. Le temps passe, mais vous ne changez pas. Non, c'est pas vrai. Non, mais arrêtez de dire que je suis dark. J'ai souvent été très optimiste. Rappelez-vous, en 2008-2009, on vous l'a reproché en début de carrière. Que ça allait redémarrer. Et là, je vais redevenir optimiste parce que justement, je dis que ça va redémarrer, mais je pense néanmoins que les investisseurs exagèrent vous savez, le fameux V. C'est-à-dire, tout le monde nous dit, on a l'impression, alors là, le PIB va baisser, mais après, par miracle, dès qu'on va sortir du confinement, ça fait un moment qu'on n'y croit plus à ce scénario-là. Oh là là. Ouais, mais oh là là, non, mais justement, c'est ça qui est fou, c'est que les marchés n'y croient plus, mais ils restent quand même optimistes par rapport à ça, donc ils sous-estiment. J'ai fait un calcul très simple là, avec les indicateurs avancés dont on dispose, donc c'est quand même du très concret, c'est les directeurs d'achat, etc. Au premier semestre, la baisse du PIB, si je prends le cas de la zone euro ou de la France, va atteindre 12%. Ouais. 12%, c'est quand même effectivement assez dramatique. Donc, même si ensuite on a un effet de rattrapage technique qui va se produire, c'est-à-dire que sur l'ensemble de l'année, on aura une baisse du PIB d'au moins 8%. C'est ce que prévoit le gouvernement, 8%. À peu près. C'est dans le meilleur des cas. Mais justement, vous voyez que je suis optimiste. Et lorsqu'on se souvient, par exemple, de la récession de 2008-2009, à l'époque, de combien a baissé le PIB français, par exemple? Seulement 3,1%. Ouais, c'était pas énorme au total. Et donc, on a mis quand même, malgré ça, 3 ans avant de retrouver le niveau de PIB d'avant la crise. Si je prends le cas de la zone euro, par exemple, à l'époque, le PIB de la zone euro... Moins 5 à l'époque, on a fait en zone euro. Moins 5,5. Oh là, bravo David. Mais au bout de... Allez, une petite colle. Au bout de combien de trimestres on a retrouvé le niveau de PIB de 2008, d'avant la crise? Bah pareil que quasiment que la France, non? Eh ben non, au bout de 30 trimestres. Eh oui, parce qu'entre-temps, on a eu une deuxième récession, c'était en 2015. Et oui, c'est ça le problème, c'est que moi j'ai fait une simulation, si vous voulez, très simple. Donc, si on calcule Marc effectivement Toiti, cette baisse... le simulateur. Oui, non, moi je simule pas, je suis pour la vérité. Ça fait longtemps que je l'ai fait au téléphone, alors je suis content. Allez-y, je vous écoute, pardon. Voilà, vous avez simulé. Si on fait une baisse de 12% du PIB, ce qui encore une fois est optimiste, parce que ça pourrait être pire, encore une fois, quand on me dit qu'on va redémarrer très fortement, mais admettons, soyons optimistes. Baisse de 12% au premier semestre. Au premier semestre. Et bien ensuite, à compter d'un effet de rattrapage de 4% au troisième trimestre, et ensuite, attention, hypothèse très optimiste, d'une croissance annuelle moyenne de 2% par an, que ce soit en France ou dans la zone euro. Je vous rappelle que c'est très optimiste parce que au cours des 10 dernières années, on a fait une croissance annuelle moyenne de seulement 1%. Eh bien, même selon son scénario optimiste, on retrouve le niveau de PIB de 2019, vous savez quand? En 2026, dans le meilleur des cas. Donc c'est ça le problème, c'est que on a aujourd'hui, on surestime un petit peu l'ampleur de la reprise et puis surtout tous les secteurs d'activité qui vont être durablement malheureusement concernés par cette crise, que ça soit bien sûr le tourisme, l'hôtellerie, la restauration, l'aéronautique également, l'automobile également, le luxe aussi. N'oublions pas que depuis 10 ans, 60% de la croissance du luxe provient de Chine. Donc tout ça effectivement, ça va générer une croissance plus faible. Et puis bon, je parle même pas de ceux qui veulent faire ce qu'on appelle la démondialisation, c'est-à-dire réduire massivement les échanges internationaux, parce que si c'est le cas, là aussi on aura évidemment moins de croissance au niveau mondial et donc par ricochet en France, en Europe. Pourquoi est-ce que les investisseurs ne veulent pas voir ça, selon vous, le fait que pour revenir au niveau d'avant-crise, il faudra peut-être plusieurs années? Pas du tout, exactement. Globalement, ils se disent, en gros, on va redémarrer. Et ça, c'est quand même assez incroyable. Pardon, mais on a quand même, entre ce que disent les Européens au niveau de la Banque centrale ou même la Fed, Jérôme Powell, ils nous disent que globalement, d'ici 2021, quelque part en 2021, on aura retrouvé le niveau d'avant-crise. Oui, encore une fois, c'est pour ceux qui croient au Père Noël. Moi, j'y ai cru longtemps, si vous voulez, mais plus maintenant. C'est-à-dire que globalement, le problème est là. C'est comme, encore une fois, de la mathématique simple. Quand vous baissez de 10%, pour retrouver le niveau d'avant crise, il faut faire plus que 10%. Plus 20. Ouais, il faut faire le double. Donc ça aussi, pourquoi est-ce qu'on décide de mentir? C'est ça, moi, ce qui me rend, encore une fois, un peu, ce qui me fait de la peine, ce qui m'attriste, si vous voulez, c'est que ce soit avec cette crise, on n'a pas arrêté de mentir depuis le début, et là on continue. Alors que moi je pense que c'est l'inverse, on doit dire la vérité. Et alors c'est quoi la vérité? Alors quelle est la vérité de Marc Toiti? Il faut être optimiste, mais il faut être aussi réaliste. Donc malheureusement, cette année, on va avoir une baisse du PIB mondial
mondial de l'ordre de 4,6%, ce qui est du jamais vu. Je vous rappelle que lors de la récession de 2009, le PIB mondial a baissé de seulement 0,1%. Ouais. Pour vous montrer l'ampleur des dégâts. Et c'est là que va arriver malheureusement ce qu'on appelle la deuxième vague, parce que là on a eu effectivement la première qui est cette récession plus la dépression, et puis après, la deuxième vague c'est quoi? Eh bien c'est l'emploi, c'est-à-dire le chômage qui augmente, les entreprises qui font faillite d'abord, et puis le chômage qui augmente en même temps, et tout ça, ça peut générer des crises sociales, voire sociétales. Mais malgré les dispositifs, malgré les plans d'aide de soutien des gouvernements, malgré les centaines de milliards d'euros qui sont mis pour éponger, pour éteindre l'incendie? C'est ça le problème, c'est que malheureusement, alors moi je suis très content du plan de 500 milliards de la France et de l'Allemagne, enfin du moins il a été annoncé, parce qu'encore une fois il faut que les plans européens de 500 milliards d'euros de relance, sachant qu'encore une fois, il faut que les 25 autres pays disent on y va, ce qui n'est pas forcément sûr, notamment quand on entend les dirigeants hollandais ou autrichiens. Donc ce qui veut dire que là aussi, on risque de pas l'obtenir. Mais même 500 milliards, faut pas oublier que c'est vrai que ça paraît énorme, mais c'est seulement 3,6% du PIB de l'Union européenne. Donc c'est bien. Je vous rappelle que le budget fédéral aux États-Unis, avant même la pandémie, en temps normal, c'est 20% du PIB américain. Bon, c'est déjà bien. Mais là aussi, il ne faut pas exagérer. Et puis surtout, le gros problème qu'on a, et j'en ai parlé régulièrement avec Bruno Le Maire dernièrement, c'est qu'il faut faire attention. C'est que c'est bien beau ces milliards qui tombent du ciel, entre guillemets, financés par la BCE, mais il faut savoir à quoi ils servent. Parce que, encore une fois, c'est sûr qu'il faut éteindre l'incendie, mais si ça s'arrête là, ça sera insuffisant. Il ne faut pas que ces aides soient simplement, encore une fois, je dirais, pour colmater les brèches. Il faut que ça finance de l'investissement, de l'innovation, que ça permette justement de développer nos entreprises. Alors là, oui, ces 500 milliards seront utiles, ils vont générer ce qu'on appelle un effet accélérateur. Mais regardez, on vient d'en parler, le PIB de la zone euro va baisser même de l'Union européenne de l'ordre de 13%. Alors là, vous allez mettre 500 milliards, c'est combien? C'est 3,6% du PIB. Donc c'est pas comme ça qu'on va relancer la machine. Il faut des dépenses publiques qui soient des accélérateurs. Et c'est là où les Américains en font plus que nous, une fois de plus. Mais c'est là. Alors, il y a deux choses. Il y a bien entendu, je dirais, une stratégie plus tournée vers l'investissement, plus également vers le pragmatisme et le réalisme. Et puis après, il y a également une volonté, j'ai envie de dire, une culture économique que malheureusement nous n'avons pas suffisamment. On le voit bien aujourd'hui. On veut, alors il faut que telle profession ait ça, et puis l'autre aussi ça, et ainsi de suite. C'est normal. Ça peut justifier. Je comprends très bien, ça peut justifier, mais il ne faut pas croire qu'un jour ou l'autre on ne devra pas payer la facture. Et c'est ça effectivement le drame, c'est qu'on sous-estime là aussi la marge de manœuvre de ces gouvernements, parce que c'est ça le vrai enjeu, c'est qu'avant même la crise, on avait une dette publique qui était si je prends le cas de la France, à 100% du PIB. Il va trop vite parce que ça fuse dans sa tête, Marcotti. Donc, premier point que les marchés ne veulent pas voir, c'est que la remontée, la reprise sera beaucoup plus lente que ce qui est attendu. Et donc, les résultats d'entreprise, c'est le deuxième point, mais c'est lié au premier, vont peut-être décevoir plus qu'attendu aussi. Oui, moi je pense que là aussi, encore une fois, alors c'est vrai qu'on surpondère entre guillemets ce qu'on appelle les GAFA, c'est-à-dire que c'est vrai que tout ce qui est informatique et autres, devraient pas trop mal s'en sortir, donc on se dit bon, vous voyez, tout est sauvé, etc. Mais il y a quand même l'essentiel des entreprises qui malheureusement auront des résultats beaucoup moins forts que prévu, et on le voit dans tous les domaines d'activité, notamment les fers de lance tels que l'aéronautique aujourd'hui, qui annonce un peu partout ce qu'on appelle des profit warnings. Ça veut dire attention, les résultats seront pas, je dirais, à l'aune de ce qu'on peut imaginer, et puis surtout, on le voit, il y a des plans de licenciement assez massifs qui sont là, et donc là aussi des entreprises qui vont peut-être être en difficulté. Autre secteur, les banques, là aussi on fait comme si tout allait au mieux dans le meilleur des mondes, mais n'oublions pas aujourd'hui que les banques, on les a un petit peu obligées, ont pris des risques, alors même si c'est garanti par l'État et la BCE, etc., mais quand même ce qu'on appelle le coût du risque dans les banques a augmenté, parce que même si vous avez un prêt garanti à 80% par l'État, si vous perdez les 20%, vous avez quand même 80-90, ça dépend des entreprises, vous avez perdu effectivement une partie de votre engagement. Donc ça, effectivement, les banques vont devoir le mettre. L'Italie, qui malheureusement est dans une situation dramatique, on sait très bien qu'il y a énormément de créances douteuses dans les banques italiennes. Donc là, le secteur bancaire également est en danger. Alors, j'ai quand même confiance dans nos banques françaises, globalement, et peut-être une ou deux qui me font un peu peur, mais il y aura d'ailleurs certainement des mouvements de fusion, acquisition, etc. Au sein du secteur bancaire français et européen, mais néanmoins, là aussi, on ne regarde pas la réalité en face. Donc c'est vrai qu'on est un petit peu dans une sorte de paradis artificiel entretenu par les banques centrales. On nous dit, on met de la morphine, alors comme vous le savez, la morphine, ça calme la douleur,
mais ça ne soigne pas le malade. Donc voilà. Et donc un dernier point qui est lié à tout ce qu'on vient de dire là, dernier point, facteur que les marchés ne veulent pas voir ou sous-estiment, c'est sur les taux d'intérêt. Que selon vous, les marchés ne price pas, n'anticipent pas cette remontée des taux d'intérêt. Mais j'ai envie de dire, Marco, vous avez suivi ou pas que les banques centrales, elles sont là, c'est open bar, donc il n'y a pas de problème à court terme. Vous suivez l'actualité, non? Vous l'avez dit, c'est open bar. C'est ça le problème, justement. C'est que jusqu'à quand ça va durer? Alors, on me dit souvent, mais regardez le Japon, il y a une dette publique de 250% du PIB, c'est pas grave, tout va bien dans le meilleur du monde. Oui, mais on oublie que le Japon est une économie, déjà, qui est extrêmement riche d'un point de vue patrimonial, et que 98% de la dette publique japonaise est détenue par des Japonais. Et c'est leur modèle de société, finalement. Et ils se contentent d'une croissance extrêmement molle. Le problème de la dette, c'est ce qu'on appelle la soutenabilité de la dette. C'est qu'il faut que cette dette soit soutenable, c'est-à-dire qu'elle génère suffisamment de croissance. Or là, j'ai fait des calculs assez mécaniques finalement. Pour la dette publique en 2020, elle va atteindre 205% du PIB en Grèce, 160% en Italie, 125% en France. Vous voyez, c'est quand même des niveaux assez incroyables. Et donc, bien sûr, on me dit... Oui, mais il n'y a aucun problème de financement. Il n'y a aucun problème de financement. Oui, mais pour l'instant... Le service de la dette ne pose pas de problème. Oui, mais moi je dis que c'est dangereux, parce qu'on reste effectivement dans une fuite en avant, et on l'a vu dernièrement, la cour allemande, de la constitution allemande, de Karlsruhe, comme on le dit, eh bien, elle nous a dit, attention, elle a commencé à dire que la politique de la BCE, ultra accommodante, du moins la planche à billets, devenait anticonstitutionnelle. Donc c'est vrai qu'on va trouver un arrangement, comme d'habitude, mais là aussi, est-ce que tous les pays, effectivement, européens vont continuer de ne rien dire? Parce qu'il y a une sorte de distorsion. Avant la crise, des pays comme les Pays-Bas, l'Allemagne, l'Autriche, l'Irlande, sans parler du Luxembourg, avaient des dettes publiques inférieures à 60% du PIB. Donc eux, ils ont fait le boulot. Bien sûr, c'est dramatique ceux qui ont souffert pendant cette crise, mais sur quels critères, effectivement, on va leur permettre de continuer comme ça? Et surtout, si cette dette publique vient simplement colmater les brèches et ne pas générer une croissance plus forte, finalement, à quoi ça sert? Donc, je pense que c'est ça qui m'inquiète aujourd'hui, c'est qu'on est, encore une fois, complètement aveuglé. Donc, je tape pas sur des taux d'intérêt obligataires qui vont monter à 4%, mais vous savez, c'est très simple. Les taux d'intérêt des obligations d'État, c'est les taux courts plus des primes de risque. Donc c'est vrai que les taux courts sont à zéro, ils vont rester à zéro, mais les primes de risque, alors bien sûr vous avez la prime de risque sur la croissance, bon là elle est très faible donc il n'y en a pas, sur l'inflation, il n'y en a pas beaucoup c'est vrai, mais ça peut quand même un petit peu augmenter, surtout s'il y a des mouvements de protectionnisme, donc là ça pourra jouer un petit peu, et puis bien sûr vous avez la prime de risque sur la crédibilité des États, tout l'enjeu politique effectivement de ces dettes publiques, et là pour l'instant on n'a aucune garantie. Donc on se voile la face, je suis d'accord, mais là aussi il faudra bien qu'au jour on soit démasqué, si vous me permettez le jeu de mots, c'est-à-dire qu'il faudra que tôt ou tard on regarde cette réalité en face et qu'on arrive finalement à prendre conscience que cette fuite en avant, elle est dangereuse. Parce que cette dette publique, tôt ou tard, il faudra la financer. Mais ce sont les problèmes de demain et d'après-demain, une et après l'autre, Marco. Oui, je suis d'accord. Sauf que le problème, c'est que, encore une fois, les marchés ne veulent pas du tout voir ne serait-ce qu'une petite hausse des taux, même s'ils montent à 1% en France, et on part de zéro évidemment. Regardez les taux de la dette publique italienne sont même remontés au-dessus des 2%. Vous voyez, donc, encore une fois, c'est un problème de juste prix là aussi. Donc, ça, c'est un enjeu majeur. Donc, les taux courts ne vont pas bouger, mais c'est clair que les taux longs risquent là aussi d'augmenter parce que vous avez également au niveau bancaire des coûts du risque qui vont augmenter. Et donc, si les taux d'intérêt augmentent, encore une fois, qu'un tout petit peu, même 1%, eh bien, vous cassez effectivement la petite reprise qui est en train d'arriver, espérons-le, vous cassez l'investissement, vous faites dégonfler les bulles immobilières, etc. Mais les banques centrales laisseront, la BCE, on se quitte là-dessus, mais la BCE ne se laissera pas faire, laissera pas les taux longs sur la dette française aller à 1%. Oui, mais la BCE, si vous voulez, regardez, encore une fois, pour terminer, mais malgré tout ce que fait la BCE depuis des semaines et des mois, on voit que les taux d'intérêt de la dette publique italienne, ils sont quand même remontés à 2%. Oui, même un peu plus pendant... Bon, maintenant, ils sont réintervenus, donc ça se calme. Dramatique non plus. Oui, c'est pas dramatique, mais encore une fois, on a, je dirais, une tendance qui peut remonter. Aujourd'hui, allez demander un crédit à une banque, un crédit immobilier, vous voyez que les taux ont commencé à un petit peu augmenter. Et c'est normal, c'est logique. Il faut qu'on retrouve là aussi du bon sens. Parce que cette chute en avant, là aussi, elle est dangereuse. Et c'est pourquoi, encore une fois, c'est
remontée des taux peut-être nous permettra justement de prendre les bonnes décisions et de ne pas dilapider n'importe comment les milliards d'euros qu'on entend ici, parce que c'est là où les peuples nous en voudront. Vous avez distribué des milliards, mais pourtant on est toujours en récession, etc. Et ça n'a pas généré une croissance forte. Donc, vous voyez, un petit des taux d'intérêt un petit peu plus élevés, ça permettrait d'avoir une politique économique peut-être plus efficace, une vraie gouvernance qui nous fait tant défaut malheureusement. Bon voilà, merci d'avoir été avec nous, ça faisait longtemps. Avec plaisir, et puis bon, je suis sûr qu'on se reverra avec des bonnes nouvelles, peut-être des bonnes nouvelles bientôt, on va dire. Bon, en tout cas, merci d'avoir été avec nous, Marc Toiti. Bye, bonne plaisir. journée, salut. Bye, au revoir.